Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester avec nous sur Al24 News. Nouvelle édition spéciale en direct. Un débat ce soir consacré à ce sommet tripartite Raïssi-Erdogan-Poutine qui s'est tenu mardi à Téhéran. Les trois dirigeants iraniens, turcs et russes se sont réunis autour de plusieurs dossiers d'intérêt commun. D'abord la Syrie, où les trois pays sont des acteurs majeurs dans le conflit syrien, garant du processus d'Astana. Il y a également l'énergie et bien entendu ce conflit en Ukraine. Malgré certains désaccords, le président russe Vladimir Poutine parle d'une rencontre utile et très instructive. Qu'est-ce qui a caractérisé ce sommet et que révèle-t-il exactement? On va en débattre ce soir avec mes invités. Depuis Moscou, Karine Béché-Golovko est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes juriste, professeur invité à l'Université d'État de Moscou et nous tentons toujours de joindre monsieur Nicolas Mirkovic. Bonsoir monsieur Mirkovic. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'ONG Est-Ouest, spécialiste en géopolitique. Et notre invité sur le plateau ici sur Al24 News, Kamel Mansari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Donc, pour commencer, je vais commencer d'ailleurs avec vous, Kamel. Ce n'est pas la première fois que les trois dirigeants russes, turcs et iraniens se rencontrent, mais on a l'impression que ce sommet revêt une importance particulière. Qu'avez-vous le plus retenu C'est la première fois pour les trois pays, mais pas pour les trois présidents, puisque Raïssi assiste pour la première fois à une telle réunion. Donc, les trois États sont partenaires dans le conflit d'abord en Syrie. Ils ont la responsabilité sur le plan politique s'agissant de l'accord d'Astana. Dans votre introduction, vous avez parlé d'un certain nombre de dossiers, mais il y a un autre dossier qui est appliqué, qui concerne un petit peu le dossier ukrainien, bien évidemment, c'est cette négociation autour de la question du céréal, de l'approvisionnement des pays européens et africains et d'autres pays en matière de céréales qui a constitué l'objet d'un tête-à-tête entre Erdogan et Poutine, puisque Erdogan est lui-même garant son pays accueille les négociations ukraino-russes au sujet de l'approvisionnement aux céréales. Le sommet intervient à un moment très crucial, bien évidemment, après le sommet qu'il y a eu à Jeddah entre les États-Unis et les pays, président Biden et les pays, les pays du Moyen-Orient, les acteurs principaux, les Golfe plus la Jordanie, l'Irak et l'Égypte. Donc, on a une sorte de configuration qui sont en train de se mettre en place en matière d'alliance dans les questions internationales, ce qui explique qu'il y a de nouveaux blocs qui se forment, de nouveaux pôles multilatéraux qui se forment et qui constituent des alternatives au règlement des conflits actuels dans le monde. Donc, Poutine a parlé d'un nouvel ordre mondial aujourd'hui, donc qui se met en place et qui s'est illustré par cette réunion tripartite, à la fois par ce qui s'est produit avec les BRICS, et aujourd'hui on voit bien sûr le dossier syrien est très important pour les trois parties parce que la Turquie envisage de lancer une opération au nord de la Syrie pour contenir les rebelles kurdes qui sont pro-américains. Pour la Turquie, il s'agit de créer des zones de tampon parce que la question kurde a toujours été une question de sécurité nationale en Turquie. Et en même temps, la Syrie qui parle de violation de son territoire parce que la présence turque constitue un territoire de violation de son territoire au même titre que la présence américaine. Donc la Russie vient dans ce débat, dans ce conflit, c'est normal parce qu'elle est sur le terrain depuis 2015, elle est garante des accommodements et des arrangements sécuritaires qui sont mis en place notamment pour la région d'Idlib. Nous savons qu'actuellement Idlib est contrôlé par les formations pro-turques, notamment le groupe Nourdin Zinki à partir du nord jusqu'au sud et constitue une zone de séparation entre les combattants de Al-Nusra, qui s'appelle aujourd'hui le comité de libération du Cham, et les forces syriennes qui contrôlent pratiquement que 20% de la province d'Idlib. Donc ce problème-là est lancinant depuis 5 ans, donc il n'a pas été réglé. Oui. Ni la Turquie ne veut avancer, ni les autorités syriennes peuvent faire quoi que ce soit, et en même temps, donc, elle reste une question pendante, elle reste en suspens, qui n'a pas été réglée et qui constitue une source de tension
pour à la fois la Turquie, la Syrie et également la Syrie, puisque Idlib est proche de l'Antakya, qui dit l'Antakya, qui dit les bases militaires, donc le dossier russe. Reste Donc il y a aussi, il ne faut pas oublier, il ne faut pas se focaliser simplement sur la question de la Syrie. Il y a aussi les accords en cours entre l'Iran et la Russie en matière de livraison des drones, pour un petit peu, parce que la Russie semble avoir besoin de ce matériel pour contenir les livraisons d'armes fournies par l'Occident à la Turquie, à l'Ukraine, et en même temps la question énergétique, qui est une question subsidiaire, mais qui n'est pas importante à l'heure actuelle. Donc la question de sécurité, la question d'Ukraine, la question des approvisionnements de céréales, plus la question syrienne, sont les principaux dossiers qui ont été traités au cours de ce sommet tripartite. Alors, il y a également ce rapprochement entre l'Iran et la Russie qu'on a constaté durant ce sommet. Donc, il faut rappeler que ce voyage effectué par le président Vladimir Poutine à Téhéran est le deuxième voyage à l'étranger pour Vladimir Poutine depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Cela traduit l'importance accordée par le président russe à l'Iran. Comment avez-vous perçu cette visite, Karine Béché-Golovko ? Bonsoir. Effectivement, cette visite est particulièrement importante puisqu'elle s'inscrit après la visite de Biden au Moyen-Orient, qui n'a pas été un grand succès, notamment en raison de la personnalité particulièrement décadente de Biden, mais également en raison de la position assez, on va dire, incommode des États-Unis actuellement dans ces régions. Donc, la visite de Poutine a été perçue comme un geste géopolitique fondamental. Très concrètement, on dira peut-être que le geste est peut-être plus important que le fond aujourd'hui, puisque la question des céréales et de cette hypothétique, en tout cas très médiatique, famine mondiale qui découlerait des problèmes d'approvisionnement des céréales ukrainiennes est quand même assez surprenante, puisque d'une part, l'armée ukrainienne n'a pas commencé à déminer les ports, et d'autre part, si les pays de l'OTAN peuvent livrer des armes à l'Ukraine, étrangement, ils ne peuvent pas sortir par les mêmes voies des céréales. Donc, bon, la question est quand même assez surprenante. Et en ce qui concerne plus concrètement le dossier syrien, il est vrai que ici, il a peut-être fallu un petit peu calmer aussi les ardeurs d'Erdogan, qui est quand même très doué pour instrumentaliser dans l'intérêt de son pays, et c'est son rôle d'ailleurs. La question kurde, comme on l'a vu avec la question de l'élargissement de l'OTAN, comme il a tenté de le faire ici, mais avec beaucoup moins de succès, puisqu'il n'est pas dans ce trio en position de force. Il a une position, et la Turquie a une position qui est quand même toujours assez ambiguë, puisque d'une part, on n'a quand même pas oublié qu'elle est membre de l'OTAN. Oui, donc elle a aussi certaines obligations envers ses partenaires. Donc, quand on a quelqu'un qui est engagé dans une organisation qui n'est pas une organisation pacifique, mais qui est une organisation militaire, une organisation qui est guerrière, et nous voyons que cette organisation est impliquée dans un nombre grandissant. Alors, Karine Béché-Golovko, on va revenir justement sur les enjeux de la position de la Turquie. Mais d'abord, Nikola Mirković, vous avez sans doute suivi le déroulement de ce sommet. Qu'est-ce qui vous a le plus, on va dire, retenu votre attention ? Ce que je retiens, c'est l'événement. On est dans une situation aujourd'hui où l'Occident, depuis de nombreuses années, aime appliquer des sanctions contre des pays qu'elle estime voyous, des pays qui ne respectent pas les règles de l'Occident. Et l'Occident parle au nom de la communauté internationale. Or là, on voit qu'en pleine crise de l'Ukraine, Vladimir Poutine, qui est censé être mis à l'écart, esseulé sur la scène internationale, quitte son pays pour la deuxième fois en quelques semaines, va en Iran, qui est vraiment un des représentants de l'axe du mal pour l'Occident, et on pourra revenir sur les raisons de cela, et négocie avec Recep Tayyip Erdogan, qui est le représentant de la Turquie qui est elle-même un partenaire de l'Union européenne, qui est candidate à l'intégration de l'Union européenne, qui représente la deuxième plus grosse armée en nombre de soldats dans l'OTAN. Ce n'est pas rien.
je pense que c'est une grosse épine dans le pied du camp occidental ce soir. Oui. Et je pense qu'en même temps que derrière cette rencontre, qui n'est pas juste une rencontre d'amitié, il y a deux sujets qui me paraissent importants. Il y en a plusieurs. Il y a la lutte contre le terrorisme et le fait que ces hommes, ces chefs d'État ont réussi à ramener la paix en Syrie. On ne parle pas beaucoup de ce sujet dans les médias occidentaux ce soir. Il y avait une guerre civile en Syrie, une guerre civile qui a été fomentée, ou peut-être pas, en tout cas encouragée par des puissances occidentales. La paix revient en Syrie aujourd'hui. En tout cas, on espère que les jours de guerre intense sont derrière nous, grâce, entre autres, à l'intervention de ces hommes, de ces trois hommes politiques et d'autres, évidemment, qui ont été tous, en tout cas pour M. Poutine et pour l'Iran, ont été du côté en tout cas qui ont soutenu Bachar al-Assad, le gouvernement en place et la présidence en place. C'est important de rappeler que c'est dans ce format-là que ces hommes se sont retrouvés pour parler de la paix en Syrie, de la lutte contre le terrorisme. Et puis, il y a derrière un élément qui est non négligeable. Nous sommes en Occident aujourd'hui dans une situation de crainte de pénurie d'hydrocarbures, à un moment même où la Russie et l'Iran viennent de négocier, de signer un contrat d'une valeur de plus de 40 milliards d'euros, de dollars, je ne me souviens plus exactement, excusez-moi, mais c'est extrêmement important. Donc du coup, on voit qu'il n'y a pas de problème de pénurie d'hydrocarbures dans le monde, il y a une question de volonté et de choix. Alors justement, si on devait analyser cette relation irano-russe, Kamal Mansari, ce rapprochement stratégique entre l'Iran et la Russie, que peut-on dire quel point de convergence entre l'Iran et la Russie actuellement? Il n'y a pas de rapprochement de la Russie, franchement. Quand on parle de rapprochement aujourd'hui, l'alliance entre Moscou et Téhéran existe depuis belle lurette. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que c'est une longue histoire qui remonte au temps des tsars. Donc, l'Iran a toujours été un partenaire important pour la Russie, donc en termes d'échanges, en termes d'implication dans différents niveaux, dans différents conflits et dossiers particulièrement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une guerre ouverte, c'est-à-dire que la question ukrainienne est devenue une guerre ouverte. Elle ne se limite pas géographiquement à l'Ukraine. Donc, l'Iran est impliqué d'une manière comme la Chine. Aujourd'hui, on est vraiment dans une guerre ouverte. Et ce qui s'est produit au sommet de Jeddah, on met en place et explique et justifie justement cette tendance. C'est-à-dire que les pays du Golfe ne sont plus forcément alignés aux desiderata ou bien ne sont pas attachés à leur, comme on a toujours décrit, comme ils étaient des pro-occidentaux. Lorsque l'intérêt des pays dépend, là, il y a des positionnements qui se sont créés. C'est pour ça qu'on parle de guerre ouverte. Quand on parle de la Turquie, même en étant membre de l'OTAN, cela ne l'a pas empêché d'être en conflit avec la France s'agissant de la question libérienne et avec les États-Unis s'agissant de l'acquisition des missiles S-400. Donc, lorsque l'intérêt national prime, il y a cette alliance qui se fait. Aujourd'hui, la Turquie, l'Iran et la Russie sont impliqués dans l'accord gazier de la mer Caspienne, donc il faut pas. C'est un réservoir important de gaz. Donc l'Iran et la Russie sont deux acteurs clés, de par leurs influences au-delà des pays qui sont limitrophes, qui partagent cette mer, et en même temps, c'est des alliés impliqués aussi dans la lutte contre le terrorisme en Syrie. Donc les deux pays sont côte à côte, d'abord en Syrie et en même temps dans d'autres dossiers internationaux. C'est-à-dire aujourd'hui, on a vu que les États-Unis cherchent par tous les moyens à aboutir à un accord nucléaire avec l'Iran, mais l'Iran, aujourd'hui, elle a appris la leçon après ce qui s'est produit en 2015, qui aboutit ensuite à ce que cet accord nucléaire soit annulé par Trump. Et c'est la même configuration, c'est la même réflexion, c'est les mêmes concepts qui sont en train d'être partagés par les pays du Golfe. Lorsque les États-Unis étaient concernés par ces intérêts, elle les a abandonnés d'après leur lecture. Et on voit aujourd'hui la presse saoudienne, par exemple, est totalement soutient directement l'opération russe en Ukraine. Donc forcément, il y a des positionnements. C'est pour ça qu'on parle de guerre ouverte. C'est-à-dire il y a des positionnements où la neutralité actuellement n'existe pas. Une neutralité à l'autrichienne ou à la Suisse est en train de disparaître. Il y a également un jeu d'intérêt entre Moscou et Téhéran, c'est des liens stratégiques qui durent depuis plusieurs années. Donc ce n'est pas nouveau. Bon, il y a eu quelques divergences
convergence à un moment donné quand il s'agit de l'accord nucléaire iranien. La Russie, de sécurité. Non, la Russie est partie prenante de l'accord. Ils sont 6 parties, dont l'ONU, l'Union européenne, la Russie, les États-Unis. Donc, elle est partie prenante de l'accord. Elle a été garante, comme elle est garante de l'accord des négociations en Corée du Nord. Donc, forcément, c'est un allié et n'a jamais été. En plus, sur beaucoup de questions, la Russie et l'Iran il y a eu des convergences, notamment aujourd'hui avec la question ukrainienne. Donc, Très bien. Donc, on va voir l'avis de mes 2 autres invités. Karine Béchet, Golovko, comment est perçue cette connivence russo-iranienne par l'Occident ? Il est important aujourd'hui, comme cela a été souligné, de rappeler que, on peut appeler ça un conflit ouvert, on peut aussi dire que ce sont des conflits secondaires, les conflits en Syrie, le conflit en Ukraine, puisqu'il y a effectivement un conflit fondamental et primaire qui est celui entre le monde global d'un côté tenu par les atlantistes et les États-Unis de Biden, et d'un autre côté un monde qui permettrait d'avoir plusieurs pôles, qui est un monde soutenu par la Russie. Or, quand vous êtes dans une configuration en fait de conflit idéologique et de vision du monde, en ce sens c'est idéologique, il est absolument important que vous ayez des alliés. L'Iran est un de ces alliés, comme l'Algérie également, en refusant les sanctions et en développant des relations avec la Russie. Et effectivement, ce n'est plus le moment de la neutralité. Cette neutralité est en fait un renoncement aujourd'hui de la part des pays qui voudraient essayer de se cacher derrière, parce qu'il y a un choix à faire et ce choix implique l'avenir de chaque pays, de chaque population. Est-ce que vous voulez vivre dans un monde global où il n'y a qu'un centre de décision qui est à Washington et qui décidera de votre intérêt national, donc vous n'aurez plus d'intérêt national? Ou voulez-vous vivre dans un monde où vous aurez le droit de défendre votre intérêt national et d'estimer que celui-ci est aussi important que celui de votre voisin ou que celui de Washington? Et c'est ce monde que défend la Russie. Et il est important de voir que différents pays, notamment l'Iran, entrent dans ce jeu et n'acceptent pas les règles du jeu de la globalisation. Et n'oublions pas que ce jeu global n'existe et n'est rendu possible que par la faiblesse et l'alignement des autres pays. Ils sont forts parce que nous sommes faibles. À partir du moment où les pays relèvent la tête, l'on voit que effectivement la question de l'isolement qui se pose n'est pas celui de la Russie, c'est celui du monde atlantiste et c'est celui de l'Europe qui commence à être mis complètement en avant et qui va être le continent qui va devoir payer les frais de la facture atlantiste. Alors, Nicolas Mirkovic, toujours sur ce point, cet axe irano-russe, comment est-il perçu par les Occidentaux ? Mal, on disait qu'on opposait donc du coup aux démocraties occidentales une réunion d'autocrates. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il fait peur? Parce qu'il montre qu'il y a une alternative. Pendant longtemps, les sujets du Moyen-Orient étaient gérés essentiellement par les puissances occidentales et notamment par les États-Unis. Or, on voit qu'avec la crise syrienne, ce sont des pays, d'autres pays qui ont réussi à régler le problème. Et aujourd'hui, les États-Unis sont présents illégalement en Syrie, ce qui a été rappelé lors de cette conférence. C'est même, je reviens à Recep Tayyip Erdogan, qui a dit que les États-Unis devaient quitter la Syrie. C'est une position forte quand on sait de nouveau que la Turquie fait partie de l'OTAN, qui est une organisation nord-américaine. Donc je pense que c'est mal perçu quand on parle de l'Occident, il faut parler des gouvernements occidentaux, des médias, des think tanks, on va dire de l'élite qui est encore au pouvoir aujourd'hui, ils voient ça d'un mauvais œil parce qu'ils voient le pouvoir leur échapper et ils voient cette espèce d'autre vision du monde, cette alternative au mondialisme américain réussir. La Syrie peut être mise au compte des succès de la Russie et de l'Iran. La négociation aujourd'hui entre l'Iran et la Turquie et la Russie contre le terrorisme est amenée à être un projet de succès, comme ce contrat immense entre la Russie et l'Iran. Donc du coup, la Russie qui est censée être mise à l'index, montrée du doigt, rouler sous les sanctions occidentales,
survie noue de nouvelles relations. Il n'y a pas que avec l'Iran et la Turquie, il y a également d'autres contrats qui sont mis en place aujourd'hui avec d'autres pays du Caucase, de l'Asie, qui montrent que la Russie est capable de continuer à vivre dans une situation où, notamment, les puissances occidentales doivent dire qui est bon, qui est méchant, et les méchants doivent souffrir. Aujourd'hui, on voit que ce postulat occidental qui a été vrai longtemps ne l'est plus aujourd'hui. Alors, sur la Turquie, Kamal Monsari, moi j'aimerais vous poser la question. La Turquie, membre de l'OTAN, et en même temps, donc, elle tente de se positionner dans la région du Moyen-Orient. Quel est véritablement, dans quel rôle est-elle, on va dire, quelle est sa position actuellement? Donc, si l'on prend par exemple le dossier syrien, donc pour la Turquie, c'est une question de sécurité nationale, c'est-à-dire pourquoi. Toujours est-il que les Kurdes ont toujours constitué un casse-tête pour la Turquie, de par leur lutte armée, donc le PKK et tous les groupes qui ont suivi, et surtout le fait que la peur de la Turquie de voir naître ce qu'on appelle un Turkménistan qui commence en Afghanistan, qui se termine en Syrie. Donc c'est un problème crucial pour elle. Et en plus, la carte kurde est utilisée par les États-Unis, d'abord pour asseoir une domination et contrarier le retour de la souveraineté syrienne totale, donc du régime de Damas pour pouvoir contrôler ces territoires. Le fait de maintenir sa présence, les États-Unis à travers les Kurdes, ils trouvent la Libye, ce qui a été toujours trouvé qui est humanitaire pour aider des minorités, alors qu'en réalité les régions contrôlées par les Kurdes sont des régions pétrolifères, à partir de Hasaka jusqu'à Palmyre et oui, même jusqu'à Deir Zor. Donc oui, toutes ces régions pétrolifères, les États-Unis veulent les contrôler, en plus pour affaiblir, pour faire pression sur le régime de Damas. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, en même temps, la Turquie, même si on essaye de voir si elle va vers l'application des accords d'Astana, qui doivent d'abord concrétiser la sortie, parce que l'objectif principal de ces accords était le départ du groupe du comité de Cham, Nosra, mais pour partir où? Donc la Turquie qui a facilité l'accès des combattants européens, djihadistes européens en Syrie, est aujourd'hui face à un problème crucial, qui est celui comment faire des militants, enfin des combattants de Nosra. Et en même temps, que dire de ces divergences entre la Turquie et ses partenaires pour la carte kurde, d'un côté, elle est utilisée, parce que c'est une carte complexe, elle est utilisée par le régime syrien pour s'approcher des combattants d'Al-Qasd, pour pouvoir aboutir à un arrangement et dépouiller les Américains d'une carte de leur présence. Et en même temps, la Turquie voudrait aussi combattre les Kurdes pour justement pour sécuriser son territoire, et en même temps ne pas laisser les Américains jouer cette carte permanente contre les Kurdes, contre la Turquie, et en même temps contre la Syrie, et en même temps contre Damas. Donc toujours est-il que cette carte kurde, elle est le centre des préoccupations de la Turquie dans la région, principalement. C'est-à-dire, et les autres dossiers, c'est-à-dire la Turquie n'a pas de problème, c'est-à-dire la position par rapport à la Palestine reste la même, donc, mais là on va vers un problème qui va durer probablement, parce que jusqu'à aujourd'hui les accords d'Astana n'ont pas été concrétisés sur le terrain. Nicolas Mirkovic, sur le rôle de la Turquie, sur la position de la Turquie dans la région du Moyen-Orient. La Turquie ne le cache pas, elle cherche à étendre sa sphère d'influence. Ce n'est pas nouveau, c'est dans la politique de la patrie bleue, c'est dans la politique du néo-ottomanisme qu'on a vu la Turquie déployer d'abord dans les Balkans et maintenant aujourd'hui dans le Moyen-Orient. La Turquie veut être est un acteur important dans la région, avec des amis et des ennemis. Aujourd'hui, elle se positionne aux côtés de deux acteurs majeurs dans le monde des hydrocarbures. Elle a négocié elle-même, avant l'arrivée de Vladimir Poutine, plusieurs contrats assez importants, voire très importants, avec l'Iran. Elle cherche son intérêt. Erdogan est un président, je pense, qui est malin et qui sait qu'il est courtisé et par les Russes, et par l'Europe, et par les États-Unis, qu'il a des alliés dans le Moyen-Orient. Il veut jouer
cette carte-là. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde à la fin et il risque de se prendre les pieds à un moment dans le tapis. Mais pour l'instant, il est clairement devenu un acteur majeur. Il a proposé aux Russes et aux Ukrainiens de négocier. C'est en Turquie que les premiers pourparlers de paix ont commencé entre l'Ukraine et la Russie. Il était encore présent lors de de la négociation sur l'acheminement du blé d'Ukraine vers le reste du monde. Il est encore présent. Donc du coup, Erdogan est en train aujourd'hui de montrer que la Turquie est revenue au premier plan international et qui peut se permettre à la fois d'être dans l'OTAN, je rappelle la deuxième armée en nombre de soldats dans l'OTAN, et de négocier avec l'Iran et la Russie qui sont quasiment les deux plus grands ennemis de l'OTAN. Donc ils profitent de cette situation. Alors à travers ce sommet, la Turquie, l'Iran et la Russie veulent, si vous voulez, développer un format diplomatique en excluant les Occidentaux. On peut dire que l'Occident se trouve plus que jamais dans une mauvaise posture, Karine Béché-Golovko. Oui, effectivement, le problème est que l'Occident se trouve dans une situation un petit peu paradoxale. C'est que d'un côté, il affirme son existence uniquement dans le cadre d'un monde global. Or, dans un monde global, il ne peut pas y avoir dissidence, il ne peut pas y avoir de diversité, il ne peut pas y avoir de pluralisme. Donc, l'Occident globalisé, c'est en fait obligé lui-même à rejeter hors de lui tout ce qui ne correspond pas à sa vision du monde. Par cette démarche, finalement, on voit que les États-Unis et les pays satellites, notamment les pays européens, se sont isolés du reste du monde. C'est une démarche qui est en fait le résultat logique d'une radicalisation de la pensée et d'une radicalisation presque vers un certain autoritarisme, une forme de totalitarisme, puisqu'il y a cette exclusion de l'autre simplement parce qu'il est autre. Et on voit qu'effectivement, il existe une vie en dehors du monde global atlantiste et les pays sont en train de se réveiller et sont en train de l'organiser. Cela va prendre du temps parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité de nuisance de l'OTAN et des pays de l'OTAN. Mais il y a effectivement bon espoir pour que l'on arrive à terme à l'émergence d'une nouvelle configuration internationale beaucoup plus équilibrée, en tout cas qui remette les forces à plat et qui laisse la possibilité aux pays qui en ont la volonté et qui en ont la capacité d'affirmer l'importance de leur intérêt national. Et c'est ce qui est aujourd'hui fondamental, non seulement pour les États, mais parce que l'État, ce n'est pas un but en soi. C'est important pour les gens, pour les populations, parce qu'il n'y a que l'État qui, comme structure aujourd'hui, c'est pas une structure parfaite, mais c'est la seule aujourd'hui qui permette réellement de défendre leurs intérêts. Et ça, il me semble qu'il ne faut pas l'oublier. On voit avec l'Union européenne, à partir du moment où on détruit les mécanismes nationaux, met en place des mécanismes d'irresponsabilité politique et l'on arrive à des situations complètement extrêmes, comme on l'a vu par exemple avec la gestion du Covid. D'un côté, nous parlons des problèmes de santé, de l'autre côté, de la destruction de l'hôpital public. Donc, le seul moyen pour les populations d'arriver à ce que leur intérêt soit pris en compte, c'est leur intérêt au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de leur possibilité de développement personnel, de développement de la société, c'est uniquement dans le cadre étatique. Et c'est ce monde qui, petit à petit, est en train peut-être de revenir à la vie. En tout cas, nous pourrons espérer. Ce nouvel ordre mondial multipolaire, on le voit à travers l'expansion des BRICS, Kamal Mansari. C'est un bon indicateur de ce changement. Absolument, beaucoup de pays sont en train de frapper à la porte des BRICS. L'Arabie Saoudite en dernier lieu, l'Argentine l'a fait, l'Algérie, la Russie la Chine a invité l'Algérie à se joindre aux BRICS. Donc c'est un bloc qui va faire qui aura beaucoup d'influence parce que c'est le 3/4 de la population mondiale. Donc ça va être un marché mondial très important. Les États-Unis vont le perdre, donc son influence est grandissante.
Et en même temps, donc quand on parle pas simplement sur le plan démographique, mais sur le plan économique et financier, donc il y aura probablement des monnaies qui vont changer, des systèmes de financement qui vont changer, des systèmes bancaires vont changer. Donc il y a toute une configuration qui est en train de se mettre en place. La question de l'Ukraine, elle a fait quoi? Elle a créé un nouvel ordre, c'est-à-dire elle a poussé de nombreux pays qui se sont rendus compte que si ils ne prennent pas position, s'ils ne se démarquent pas par rapport à cette question, ils vont être engloutis dans le globalisme américain. Donc la neutralité aujourd'hui n'a plus de sa place. Oui. Il y a aujourd'hui une question de survie, et la question de survie, c'est de se positionner. Merci Kamal Mansari pour votre contribution. Merci à Karine Béché-Golovko et Nicolas Mirkovic de nous avoir éclairés durant cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Restez sur Al 24 News. Bonne soirée.